Non, je connais pas d'enfants difficiles. Hem, je remarque simplement et c'est intéressant que c'est en général les meilleurs d'entre nous qui sont pathologisés. C'est-à-dire les enfants qui sont suffisamment forts pour refuser qu'on les traite d'une certaine manière, pour refuser qu'il y ait un jeu de pouvoir, pour refuser qu'on les fasse entrer dans un cadre qui n'est pas le leur. S'ils sont assez forts pour refuser de renoncer à leur disposition spontanée, alors en général, nous avons une tendance à les diagnostiquer, à les pathologiser, à les trouver hyperactifs, difficiles, un enfant qui pleure beaucoup. Il faut bien avoir conscience du fait que un enfant qui proteste parce que quelque chose ne lui convient pas. Il manifeste un inconfort. Il n'est pas là pour être désagréable aux personnes de son entourage. Ce sont toujours des signaux. Et il y a effectivement des enfants qui très rapidement sont capables d'abandonner leur disposition spontanée au profit des préférences de leur personne de référence primaire. Ils ont cette loyauté et ceux-là, ce sont ceux que nous considérons comme des enfants non difficiles, puisque comme le dit Charles Cowett, nous nommons un enfant, nous le qualifions d'enfant autonome lorsqu'il fait de lui-même les choses que nous attendons de lui. Et puis d'autres enfants n'acceptent pas de renoncer à leur disposition spontanée et ça devient les enfants que nous qualifions de difficiles. Et comme par hasard, ces enfants difficiles deviennent des enfants pleins d'amour lorsqu'ils ressentent l'amour, lorsqu'ils ressentent qu'on leur dit je t'aime parce que tu es comme tu es, tu n'as pas besoin de changer, de devenir un autre, tu n'as pas besoin de correspondre à mes attentes. C'est étrange de voir comment un enfant qui perçoit ce signal cesse d'être un enfant difficile, cesse d'être un enfant sur la défensive, un enfant qui essaie de se protéger, de se fermer pour résister. En général, je tiens à le répéter, c'est les meilleurs d'entre nous que nous pathologisons.